Shalom à tous. Alors que pendant que sur le plan diplomatique, Herzl va d'échec en échec finalement, et qu'au bout de quelques temps, il s'aperçoit bien que ce qui se passe avec les Turcs, ça ne marchera jamais, pendant ce temps, au niveau du mouvement lui-même, il y a au contraire un progrès, et le mouvement va s'étendre de plus en plus et se développer de plus en plus. En fait, on a pris rendez-vous chaque année pour un nouveau congrès. Donc le premier congrès s'était tenu à Bâle, rappelez-vous, en 1897. Et ensuite, chaque année, il y a de nouveau les représentants de plus en plus nombreux des sionistes qui se réunissent pour faire le point. Et donc, on se donne rendez-vous d'année en année. Et le mouvement non seulement grandit au niveau du nombre, mais également au niveau des structures qu'il réussit à installer. À un moment, on créera ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Keren Kayemet l'Israël, donc un fonds qui permet d'acheter des terrains en Israël et d'obtenir de l'argent de la part des généreux donateurs qui sont finalement, comme Herzl avait compris dès l'origine, davantage de pauvres juifs qui donnent un petit peu de ce qu'ils peuvent donner, de leur argent, alors que les grands juifs riches ne bougent toujours pas vraiment. Mais bon, on va se contenter de ça. Vous savez, ces fameux troncs bleus et blancs qui font partie très bien du paysage de la famille juive traditionnelle, à côté de la Chanoukia de Hanouka, à côté de la Mezouza, à côté du chandelier de Shabbat, il y a ce tronc bleu et blanc du Keren Kayemet, et les sionistes passent ensuite de maison en maison pour ramasser tout ça et permettre l'achat des terres en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est très intéressant, jusqu'à aujourd'hui, le saviez-vous, la terre d'Israël n'appartient pas à l'État d'Israël, mais la terre d'Israël appartient au Keren Kayemet, c'est-à-dire que son propriétaire légal, c'est le peuple juif tout entier. Moi, par exemple, quand à un moment, je voulais acheter donc, le petit terrain, le petit jardin, avec la petite maison, dans le petit village dans lequel je réside depuis maintenant quelques dizaines d'années, je suis allé au Keren Kayemet pour signer le contrat, et là, je vois une petite ligne, on me dit, attention, dans 49 ans, il faudra racheter le terrain. On dit comme ça dans 49 ans, mais j'achète une fois pour toutes. Il me dit non, chez nous c'est pas comme ça. La terre n'appartient pas à l'État. L'État ne peut donc pas te l'offrir ou te la vendre. Tu es obligé, la terre appartient au peuple juif, et donc il faut renouveler le contrat régulièrement. Bon, symboliquement, enfin j'espère, on n'est pas encore arrivé au 49e année, j'espère que ça sera symbolique uniquement, mais enfin c'est quand même une idée fondamentale et fantastique, que la terre, toute la terre d'Israël n'appartient pas à ceux qui y résident, ou à leurs représentants étatiques légal, mais ça appartient en fait au peuple juif tout entier. Mais tout ça s'est mis en place pendant les fameux congrès sionistes. Il y a également la fameuse banque des sionistes qui va devenir bien plus tard la banque Leumi, qui existe encore aujourd'hui, et qui permet donc les investissements, etc., etc. Et puis il y a toutes sortes d'autres structures qui vont permettre le développement du mouvement. Et évidemment tout ça c'est évidemment très bien. Et ça encourage les sionistes à revenir chaque année pour se retrouver et faire le point. Mais par contre, chaque fois qu'Herzl fait son fameux discours d'introduction sur où est-ce qu'on en est à propos de la fameuse charte qu'il fallait obtenir des puissances, et notamment de la Turquie, eh bien là, on est obligé de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et les années passent et rien ne bouge vraiment. Au bout d'un moment, donc, Herzl comprend qu'avec la Turquie, c'est foutu, mais alors il va essayer avec l'Angleterre, puisque l'Angleterre a des colonies qui vont jusqu'à pratiquement la porte de la Palestine. C'est là que se crée le plan de Chypre, et puis le plan de El Arish. El Arish, c'est cette fameuse bande côtière qui se trouve au nord du Sinaï, entre la bande de Gaza et le canal de Suez, si vous voulez. Et ça, au début, les Anglais sont assez réceptifs. Pourquoi pas, finalement? Et c'est intéressant que les Anglais ont été réceptifs dès le départ aux idées sionistes, en disant pourquoi pas, on va essayer de vous aider, on comprend très bien la misère dans laquelle se trouvent les masses juives d'Europe de l'Est, on va essayer de faire quelque chose pour eux, et puis ce sera certainement l'arrière-pensée britannique, ce bastion de juifs seront tellement reconnaissants de l'Angleterre qu'ils seront finalement une sorte de point renforcé de l'Empire britannique là où ils seront, et donc pourquoi pas Chypre, pourquoi pas El Arish. Mais finalement, et l'un et l'autre de ces deux plans ne vont pas pouvoir se réaliser parce qu'il y a des problèmes techniques, parce que les experts qui vont aller sur place pour visiter et pour voir dans quelle mesure ce serait possible de créer un État dans cette région désertique arriveront à la conclusion que c'est impossible, qu'il faudrait tellement d'eau que ça coûterait beaucoup plus cher, qu'il faudrait faire venir l'eau du Nil, du canal de Suez, et enfin, c'est des choses qui ne sont pas réalisables. Et donc finalement, même si Herzl s'investit énormément dans tous ces projets-là, au fur et à mesure que le temps passe, les projets finissent par échouer les uns après les autres. Il est bien obligé de le reconnaître devant ses pairs lors des fameux congrès sionistes qui se succèdent jusqu'au 5e. Et puis entre le 5e et le 6e congrès, le peuple juif tout entier est secoué par une nouvelle vague de pogroms en Russie, une vague sans précédent en violence, alors que depuis quelques années, en fait, les choses s'étaient un petit peu calmées et que les optimistes pensaient que c'était terminé.
Et tout à coup, à Kishinev, éclate le fameux pogrom de Kishinev. Nous sommes en 1903. Et là, tout le monde se rend compte de la gravité de la situation. Et tout le monde prend conscience également que ce n'est pas le dernier pogrom. Et que la situation des Juifs ne peut qu'empirer. Et Herzl, voyant qu'il avait raison, que malheureusement il avait raison, ne peut plus rester en Europe alors qu'il se passe tellement de choses là-bas, il décide d'aller en Russie pour parler avec le plus grand ennemi du peuple juif de l'époque, le fameux ministre de l'Intérieur du Tsar, celui que les Juifs accusent d'avoir organisé les pogroms et de les avoir soutenus, même si c'était de manière passive et non officielle, d'aller le voir et de lui parler pour essayer de lui proposer un marché. Nous verrons ça la prochaine fois.